Alors Milan, bien installé? Il y a un lycée français à Cape Town. Au fait, ton container est arrivé? Dis maman, on reviendra à Mexico? Mais alors, on parlera quelle langue à la maison? Et toi dans tout ça, ça va? Bienvenue dans L'expatriation au féminin, le podcast qui nous relie à travers le monde, avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger. Je me suis retrouvée à la maison, à Milan, avec mes 2 enfants, toute seule, dans une ville que je ne connaissais pas. Je n'avais plus de travail et plus d'amis. Gros moment de solitude. Assez excitée au début d'être seule dans ma maison, je lançais une machine, je lançais un lave-vaisselle, je sortais ma machine, j'étendais mon linge, je rangeais la chambre de mes enfants. J'étais en Italie et j'adore cuisiner, alors j'allais au marché, j'achetais des produits magnifiques, mais tout ça m'amenait à 10h25 ou 10h45 du matin et le reste du temps, j'étais toute seule face à moi-même. Donc au début, mon mari rentrait assez tard le soir, il me disait « Alors t'as fait quoi aujourd'hui ?» Je lui disais « Rien, je me suis ennuyée, c'est super dur et tout. » Il me disait, et là je me souviendrai toute ma vie, il m'a dit « Mais pourquoi tu lirais pas un livre ?» Et je lui ai dit « Mais je vais pas lire un livre un jeudi matin, c'est pas possible. » Il m'a dit « Mais pourquoi pas ?» Bon bref, je commençais à sentir que c'était un peu compliqué, qu'il se rendait pas compte de ce que j'étais en train de vivre. Et moi, indirectement, je lui en voulais un peu d'avoir une équipe, une secrétaire, une cantine, des gens qui l'attendaient, des projets. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un énorme décalage entre nous deux, que lui bossait, que moi je bossais plus, que je lui racontais ce qui se passait pour mes enfants, qu'il était très intéressant, mais que moi, j'étais pas très intéressante. Dans cet épisode, nous allons parler du couple. La santé du couple est centrale dans une expatriation réussie, à 2 ou en famille. Chez Expat Communication, nous lui consacrons des enquêtes, des articles, des accompagnements spécifiques et même un livre entier. L'expatriation aura tendance à renforcer les couples qui vont bien et à l'inverse, risque d'éloigner les couples qui sont déjà fragiles. Gardez en tête déjà que 57% des expatriés considèrent que l'expatriation les a rapprochés de leurs conjoints. Ce sont des chiffres issus du baromètre Expat Communication 2023. Nous parlerons donc de l'impact de l'expatriation sur le couple, côté positif et négatif, et nous vous donnerons des conseils pour faire de votre expatriation une belle expérience de couple. Pour cela, nous accueillons Alix Carnot, directrice associée d'Expat Communication et qui a écrit le livre « Chérie, on s'expatrie ». Bonjour Alix. Bonjour Amélie. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce témoignage ? Pourquoi ça peut être compliqué pour un couple de s'expatrier ? Moi j'ai adoré le témoignage de Lorraine. Elle est trop forte, Lorraine. Elle a le talent de mettre des mots. On rit, mais quand on est passé par là, on s'identifie et on a aussi cette petite boule au ventre devant ce paradoxe qui peut sembler tellement futile j'ai trop de temps, alors que je suis sûre que dans sa vie d'avant, Lorraine pleurait pour avoir davantage de temps et maintenant elle l'a et elle est pas contente et son mari le dit pas là dans l'extrême et je suis sûre qu'il lui a dit: «Tu es jamais contente». Et ça, c'est la phrase qui tue dans le couple expat. Déjà, elle dit la première phrase qui tue alors que pourtant elle est tellement banale, c'est: «Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui?» Et on sent que cette phrase-là, ça la met dans tous ses états. Et donc quelque part, on se dit: «Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du couple pour qu'une question aussi banale que "Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui?» devienne un problème?» Deviennent Et si compliqué à gérer. voilà, et Lorraine le dit très bien, le sujet là, dans le couple expat, c'est le sujet du décalage. Exactement. Et alors, qu'est-ce qui peut être déstabilisant, par exemple ? Alors ce qui est déstabilisant, c'est qu'avant de partir en expat, dans la plupart des couples, on est des jumeaux professionnels. Des jumeaux de vie, on va dire en tout cas. Heu, on a fait souvent, de plus en plus, à peu près le même type d'école parce que maintenant l'école, c'est là où la plupart du temps on rencontre son conjoint. Donc on a ensuite des buts de carrière un peu différents, mais quand même globalement alignés et en un vol d'avion, nos trajectoires divorcent. Il y en a un qui est tout en accélération et en densité, c'est celui des 2 qui bossent et l'autre, qui est tout en réinvention et en vide. Ou si pour le dire autrement, il y en a un qui devient Robocop
et l'autre qui est une tortue à laquelle on aurait enlevé sa carapace. On est sur une espèce d'ectoplasme mou. Donc Robocop et l'ectoplasme, ça fait pas très bon. Enfin, ça doit faire ménage, mais au début, ça va pas être bon ménage. Et est-ce que Robocop, il se rend compte de la situation qu'est en train de vivre notre petite tortue? Non, parce que Robocop n'a pas d'oreille. Souvent, Robocop est tellement occupé à gérer la charge mentale. Robocop au bureau, on lui demande de gérer des trucs ultra complexes. On lui fait confiance, il est fier de cette confiance, il ou elle, hein, parce que ça marche dans les deux sens. Et Robocop doit faire semblant que tout va bien, alors qu'il, ça se trouve, il a une équipe de Coréens et il comprend rien, non seulement au coréen, mais à la façon dont fonctionne son équipe. Et donc, quand on lui dit « Est-ce que ton projet avance ?», si ça se trouve, il n'est même pas capable de dire oui ou non au bout d'un mois, parce qu'il est encore en phase de décryptage. Donc ça, c'est au bureau. Il est obligé quand même de pas mal dissimuler ses doutes, et en tout cas, il est en mode problem solving. Et à la maison, Robocop se sent responsable. Le problème de Robocop, c'est qu'à force que son... là, dans les écouteurs, vous ne pouvez pas me voir, mais moi, j'ai les épaules qui montent au fur et à mesure et qui vont dépasser mes oreilles parce que je serre les épaules pour dire à mon boss que tout va bien. Et je serre les épaules parce que j'ai l'impression de porter le poids de la décision d'expatriation, ce qui est faux. Dans la très grande majorité des cas, le couple a décidé de concert de cette décision de partir. Il y a même plein de conjoints qui ont été le premier moteur. Mais quand on est trop seul, quand on perd ses repères, on l'oublie. Et en tout cas, souvent, le collaborateur se sent responsable, parce qu'en tout cas, c'est lui qui est payé, c'est lui qui a signé le contrat. Et donc, à force d'être responsable d'univers instable aussi bien au bureau qu'à la maison, il se durcit, et donc il n'a plus d'oreille. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas que Robocop est un monstre, c'est pas que Robocop est inapte à la communication, c'est juste que c'est pas son moment. Et c'est quoi les réels risques qu'il peut y avoir du coup dans le couple? Au début, alors pas dans tous les couples, hein, on fait plein d'enquêtes chez Expat Communication et il n'y a que un quart des hommes et un tiers des femmes qui nous disent qu'il y a plus de conflits dans leur couple expatrié. Dans le delta, c'est peut-être des femmes qui s'engueulent toutes seules, je ne sais pas. Ou des écarts de perception. Je crois qu'on n'appelle pas la même chose une engueulade entre hommes et femmes. En tout cas, il va y avoir des tensions, on les appelle disputes, on les appelle tensions. Ça, c'est inévitable. Il y en aura pas mal parce qu'on doit réinventer beaucoup de choses. Et puis qu'il y a du stress et qu'il y a beaucoup de changements en cours. Ça, c'est pas très grave. Au contraire, d'ailleurs, la moitié des couples disent ça a renforcé notre couple. En revanche, ce qui est embêtant, c'est les cicatrices que ça peut laisser. Parce que le problème des conflits, c'est qu'on a tendance à reprendre le conflit au point maximum de là où on l'avait laissé la dernière fois. Donc, le ton monte un peu chaque fois et on peut arriver à des niveaux de conflit qui sont plus acceptables dans le couple. Et de se dire des choses je ne sais pas si on les pense ou pas, mais en tout cas, elles ne doivent pas être dites. Et voilà ce qui peut arriver en expat. Et ça laisse des cicatrices. Ou on parlait de décalage, on peut aussi parler de divergence. Quand on a eu l'habitude d'avoir les mêmes sujets de préoccupation, et tout à coup on l'entend un peu dans le témoignage de Lorraine, on n'a plus rien à se dire. Ou en tout cas, moi, je n'ai plus rien à te dire parce que je considère que ma réalité n'est pas intéressante pour toi. Et si on en arrive à ne plus dire ce qui fait notre vie, évidemment, le couple est en danger parce que la communication est coupée. Et ça, c'est un vrai danger parce que quand on est en expat, on est perdu sur ce qu'on vit soi-même parce que c'est trop, il y a trop de choses qui arrivent. On est dans les soreuses, quoi. Lorraine, elle parle de ses machines. Moi, j'ai envie de dire, nous, on est nous-mêmes dans la machine à laver. C'est plutôt rigolo comme expérience, mais c'est pas le moment de demander comment on va, parce qu'on n'en sait rien. Parce que de toute façon, dans 10 minutes, ça sera différent. Le problème, c'est là où ça devient dangereux, c'est quand du coup, on n'est plus capable de dire à l'autre là où on est. Ou que l'autre n'est plus capable de l'entendre parce qu'il dit de toute façon, elle est hystérique. Ça va lui passer. Oui, mais ça, c'est dangereux. Là, il y a vraiment un décalage qui se crée. Et le troisième point, et c'est le plus grave, et on l'entend dans le décalage de Lorraine, même si elle n'y met pas le mot, mais elle le décrit hyper bien, c'est la frustration. Et ça, c'est le plus dangereux de tous, parce que les disputes, on peut se le pardonner, parce que c'est dit. La communication, elle peut revenir. La frustration, c'est le pire des poisons du couple, je pense. Dans le discours de Lorraine, on entend presque de la jalousie. Et ça, c'est hyper fréquent. Toi, tu as ta voiture, toi, tu as ton statut, toi, tu as tout ce que je voudrais avoir, en fait. Elle a perdu son statut qu'elle avait avant. Elle est dans sa zone de désert. Alors là, je ne parle pas pour Lorraine, mais elle peut dans sa zone
J'ai entendu des femmes qui se mettaient à détester leur mari. Je crois que la discussion la plus amère que j'ai entendue de ma vie, c'est une fille qui avait cru résoudre ce problème de carrière en expat en bossant dans la boîte de son mari. Son mari était le directeur de la filiale et elle était sa responsable communication. Il était expat, payé avec un salaire à 6 chiffres. Le sien en avait péniblement 5. Et elle en était venue à le détester, parce qu'en plus, il était devenu son chef. En plus de tout ce décalage, il était devenu son chef. C'était insupportable. Et quand je l'avais dit, je me suis dit, mais démissionnez. Enfin, je n'ai pas de conseils à donner, mais là, en tout cas, votre couple est en danger. Enfin, ne restez pas comme ça. Donc, on en arrive. J'ai rarement entendu des cas aussi forts, mais en tout cas, en petites graines de frustration et en poison de jalousie, ça existe dans beaucoup de couples où il y a un des deux qui a dû arrêter sa carrière. Donc, dispute, incommunicabilité et frustration. Là, on a un trio perdant. On voit très bien que les 3 peuvent déraper gravement. On peut arriver à des choses vraiment pas cool. La plupart du temps, ça se résorbe et ça fait partie de notre apprentissage de couple. Alors justement, je te propose d'écouter le 2e témoignage de Lorraine, où tu vas voir, c'est assez intéressant. Je commençais à comprendre en fait qu'il n'était pas capable, il n'était pas disponible émotionnellement pour accueillir ce que je vivais moi. Et moi, j'étais pas du tout consciente que lui, même s'il avait une secrétaire, un bureau, des collègues, une cantine et un salaire, et ben lui aussi, il était en train de traverser une phase difficile de sa vie. C'est un changement, c'est un déménagement, c'était un deuil aussi pour lui à faire de l'Italie, comme pour moi en fait. Mais ça, j'en avais pas du tout conscience. Et c'est là où j'ai commencé à dire, ok, je vais parler à quelqu'un d'autre de ce qui se passe pour moi. Lui n'est pas en capacité de m'écouter. Lui a besoin d'empathie au même titre que moi, donc il peut pas m'en donner. Et ça, j'avoue que ça a été super en fait, parce qu'on en a beaucoup parlé. Et lui, du coup, je lui ai donné un peu plus d'espace. J'ai arrêté de parler de moi et de mon malheur et de pleurer. Et là, ça a été hyper révélateur. Du coup, j'ai beaucoup plus respecté ce qu'il vivait lui. Je me suis aidée moi-même avec une coach pour moi qui pouvait m'écouter, qui pouvait me soutenir. Et du coup, j'étais beaucoup plus en capacité d'écouter et de soutenir mon mari dans son épreuve à lui. Alors Lorraine nous parle d'un coach, d'une aide, quelqu'un extérieur. C'est un des conseils que tu lui donnerais ? Oui, mais pas en première instance. Premier conseil, c'est d'arriver à parler quand même tous les deux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'ils ont quand même restauré le dialogue et que ça a été un moment génial. Et c'est pour ça que les couples disent autant que l'expatriation les a rapprochés. Le meilleur cadeau de l'expatriation, c'est qu'on devient le meilleur ami l'un de l'autre. D'abord parce que matériellement, aller prendre un café avec sa meilleure copine ou avec sa sœur, là, c'est un peu loin. Qu'au téléphone, ou même pendant les vacances, c'est très difficile de raconter ce qui nous arrive en expat parce que c'est trop spécifique. Donc finalement, il n'y a plus de meilleurs amis dans ces moments-là pour ça. Et qu'au début, dans beaucoup de couples, alors je suis un peu dans les clichés, mais c'est quand même pas mal comme ça que ça fonctionne. La femme va essayer de raconter, qu'elle soit conjoint ou que soit la collaboratrice, va essayer de raconter ce qui se passe, et puis l'homme, il est dans son rôle de genre et il va donner des solutions. Et c'est pas le moment, et c'est pas ce qu'on lui demande. Et donc j'ai l'impression que dans beaucoup de couples expats, ce qu'on apprend en expat, c'est justement à devenir le meilleur ami de l'un de l'autre. Et ça, c'est un cadeau inestimable. Et un ami, c'est pas quelqu'un qui cherche des solutions, c'est quelqu'un qui fait « Ah, je comprends ». Il écoute. Il écoute. Et parfois même, il écoute activement. Et ça, c'est quand on arrive là-dedans dans un couple, c'est complètement formidable. Après, oui, il y a un deuxième degré où Lorraine dit, faut pas, je ne pouvais pas le saouler avec toutes mes histoires. Notre conjoint, il n'est pas notre thérapeute, il est en grande partie notre coach, mais parfois ça le dépasse et parfois, comme le dit Lorraine, c'est pas son moment. Il a déjà tellement d'enjeux que nous, il faut qu'on avance seul. Et là, ça dépend complètement des équilibres. Mais j'ai entendu souvent des conjoints qui, elles, se plaignaient pas du tout, qui n'étaient pas dans ce rôle d'explosion et je caricature en disant psychodrame, mais qui gardaient tout pour elles, pour être le pilier de la maison, parce qu'il en a déjà plein la patate, et je vais pas lui en rajouter. Ou des hommes qui disent, des hommes conjoints, qui disent c'est bon, elle est déjà formidable, c'est elle qui bosse, et c'est un énorme challenge, et je vais pas en plus me plaindre. Alors, si il faut se plaindre, tous les deux, se plaindre, il faut dire ce qu'on traverse et s'exprimer, et on a besoin que l'autre fasse « Ah, je comprends », c'est ça un couple aussi.
En revanche, il y a des moments où ce qu'on vit est trop lourd, où on a besoin de trop de temps. Par exemple, trouver du boulot. C'est pas le travail de notre conjoint de nous aider à retrouver du boulot. C'est pas le travail de notre conjoint de faire notre bilan de compétences. Et là, oui, un coach, ça peut être bien. Ou ça peut être bien parce que je suis complètement paumée et j'ai besoin de parler pendant des heures et l'autre, il n'est pas dispo. Donc là, oui. Et puis parfois, donc ça, c'est le rôle d'un coach qui va m'aider. Le rôle du coach, c'est de m'aider à me réaligner pour me réaliser. Parfois, ça va plus loin et ce qu'il faut, c'est plus travailler sur le couple. Et là, c'est le rôle d'un thérapeute de couple et c'est pas le même rôle que le coach. Le coach, il va travailler avec un des deux membres du couple. Le thérapeute de couple, il va travailler avec les deux. Et puis enfin, il y a encore un autre niveau, c'est celui des violences conjugales. C'est quand il y en a un des deux qui passe vraiment les bornes. Et on a parlé de conflits tout à l'heure. Les conflits, moi, je le prends plutôt en riant, mais parfois, c'est pas drôle du tout. Et dans ce cas-là, il y a, et on mettra les liens, il y a des instances qui sont spécialisées dans le suivi des violences conjugales à l'étranger. Et ça a été monté, c'est formidable. Et c'est la plateforme Save You et elle est importante à connaître. Et tu aurais d'autres conseils à donner aux couples? Oui, je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin dans l'analyse des décalages. Bien se rendre compte que les décalages, on a vu le décalage d'énergie entre celle qui a trop de temps et celui qui en a pas assez, décalage d'ego entre celui qui a une secrétaire, un chauffeur et celle qui a plus de job. Et on peut inverser les genres encore, mais aussi décalage financier. Et ça, c'est un point que je voudrais creuser parce que c'est hyper important. Décalage financier, ça veut dire en revenus et en patrimoine, en flux et en stock. Et cette question, il y a des couples qui l'abordent hyper librement. Il y a des couples où c'est tabou ou mal réglé. Il y a beaucoup de conjoints qui ont l'impression de régresser à l'époque étudiante où ils devaient quémander l'argent de poche à leurs parents. Et c'est des périodes qui peuvent avoir laissé des cicatrices dans une vie, parce qu'il y en a qui ont été vraiment super gênés pendant leur période étudiante. Et revenir à ça, c'est insupportable. Et quand on est une femme dans les années 2020, se dire je dépends financièrement de mon conjoint, ça peut être vraiment mal vécu. Et tous les conjoints, la plupart des expats que je connais, ils sont plutôt hyper cool là-dessus et c'est plutôt le conjoint qui se bride. Mais des relations malsaines avec l'argent peuvent exister. Ah non, mais alors, je vais faire écouter notre podcast à mon mari parce que moi, toutes les semaines, je lui demande: «Est-ce que tu pourrais me faire un virement sur le compte que j'utilise?» Toutes les semaines, il me dit: «Encore?» mais en rigolant. Et moi, j'ai un sentiment de bah ouais, je suis désolée, mais voilà, il faut bien que je fasse les courses, faut bien que je paye les activités des enfants, et cetera. Et ce petit encore qui rigole, mais moi, ça m'horripile parce que je dis bah oui, oui, et c'est pas moi je contrôle pas ce compte bancaire et ça me frustre Donc je veux pas me brouiller avec ton mari, mais voilà, c'est un sujet sur lequel celui des deux qui a les cordons de la bourse doit être hyper fin. Et ça, s'il vous plaît, vous leur passez ce podcast ou vous me les envoyez, parce que c'est un de mes sujets de bataille. L'argent, c'est pas anodin. La relation à l'argent, c'est un part important de notre bien-être. Et le fait que le conjoint dispose d'une somme suffisante chaque mois, il y a des couples où c'est compte commun et droit de tirage illimité. Ça me paraît assez juste. Où il y a plein d'autres organisations possibles, mais en tout cas, elle doit être pensée, elle doit être juste et elle doit être confortable. Et confortable, il y a beaucoup de conjoints qui ont des nœuds dans la tête à ce sujet-là. Donc, il ne suffit pas qu'elle soit juste pour qu'elle soit confortable. Peut-être aussi qu'il faut des encouragements. Et que le encore, qui est certainement une plaisanterie, pour certaines ou certains, ça peut devenir hyper douloureux. Donc, il faut vraiment y faire gaffe. Et je parlais en revenus, mais pareil, et c'est peut-être encore plus important, en patrimoine. Et ça, c'est jamais évoqué. Mais quand on arrête de bosser, ça crée des distorsions de salaire à long terme à cause des questions de retraite et puis parce que les écarts de revenus ne se résolvent pas forcément. Et que dans des cas où il y a des expatriations longues, à répétition, eh bien, il arrive que le conjoint ne touche pratiquement plus d'argent pendant 20 ans et donc n'est rien pour sa retraite. Or, les expatriés sont souvent, alors là c'est un peu technique français, mais en séparation de biens. Ce qui veut dire qu'en cas de séparation, c'est la catastrophe pour le conjoint. Ou en cas de décès, parce que il faut savoir pour ceux qui sont français, les pensions de réversion sont en danger en France. Et ça sera rétroactif. Et ça nous tombera dessus à notre génération. En général, c'est les femmes qui sont veuves dans la plupart des situations. Donc, il est indispensable de constituer un patrimoine pour les femmes. Voilà.
c'est dit, c'est dit. Après, chacun Ouais. s'arrange comme il peut. Mais moi, je trouve que c'est pas juste et pas confortable et donc pas bien pour le couple si jamais cette question-là n'est pas résolue. Et si maintenant on parle des couples homosexuels, quels conseils t'aurais à leur donner? On vient de terminer une enquête sur les valeurs en expatriation et notamment les questions d'identité de genre et de liberté d'être soi à l'étranger. Et on voit que c'est extrêmement hétérogène, que c'est un sujet complexe parce que ça dépend complètement d'où on vient et où on va. Donc mon premier, je sais pas si c'est des conseils, mais ma première proposition pour les couples homosexuels, c'est déjà de bien se renseigner sur leur destination cible pour vérifier qu'ils vont être à l'aise dans ce pays. Donc il y a évidemment, et ça il y a plein de cartes, hein, on en a sur le site Femmes Expat, il y a évidemment des destinations où il ne faut pas aller parce qu'ils sont en danger. Et là, j'ai vu des couples partir en disant mais je dirais que c'est mon cousin. Non, c'est la folie furieuse. Vous risquez d'être dénoncé, vous risquez d'avoir des gens qui travaillent chez vous, qui travaillent avec vous, qui vous dénoncent et vous êtes en danger et vous mettez peut-être, enfin, vous risquez de créer des situations ultra compliquées autour de vous. Donc vraiment, ça, il faut éviter. La plupart du temps, c'est le cas, mais j'ai vu des cas, voilà, où il y avait beaucoup de naïveté autour de ces sujets-là, ou une vocation missionnaire de je vais leur faire comprendre que oui, mais enfin, vous vous mettez en danger, quoi. Après, il y a des pays où il n'y a aucun problème, et au contraire, vous serez peut-être mieux que dans votre pays d'origine. Et ça, il y en a beaucoup aussi qui nous le disent dans leurs enquêtes. Et puis, il y a l'entre-deux, des pays où c'est pas vraiment interdit, mais c'est pas très confortable. Et là, j'ai envie de dire, ça vous appartient de savoir dans quelle mesure vous êtes droit dans vos bottes et bien dans votre identité, et que vous pourrez supporter des attitudes un peu hostiles ou pas. Mais renseignez-vous en détail parce qu'il peut y avoir des pays où apparemment l'homosexualité n'est pas très bien reçue, mais vous aurez des communautés très fortes dans lesquelles vous serez tout à fait les bienvenus. Donc voilà, c'est de la micro-information. Alors Alix, avant de te demander ton mot de la fin, j'aimerais qu'on écoute le dernier témoignage de Lorraine. Et en fait, on est devenus des coéquipiers de l'expatriation. On est deux personnes complètement différentes dans l'épreuve. Dans notre couple, maintenant, on est deux personnes distinctes, mais on sait beaucoup plus s'écouter, s'accompagner, comprendre ce qui se passe pour l'autre, etc., etc. Donc ça a été hyper dur. Il y a eu des moments hyper durs, mais c'est tellement, mais tellement riche sur le plan humain que vraiment l'expatriation a été pour moi et continue d'être pour moi une expérience hyper positive pour mon couple, notre relation et notre communication. On voit dans ce témoignage de Lorraine que son couple en est ressorti renforcé. J'imagine que c'est pas toujours le cas et ça dépend, c'est vraiment au cas par cas. Nous sommes trois femmes à avoir vécu les choses un peu de la même façon. Toutes les trois des femmes avec aussi des tempéraments assez extravertis. Et donc, ça donne ce type de schéma. Mais ils ne sont pas si généraux que ça, hein. Il y a beaucoup de couples où, soit c'est ceux qu'on appelle les couples hérissons, les conflits sont rentrés à l'intérieur, ils ne se manifestent pas, soit ça peut être plus grave aussi. Donc, on a vu la moitié des couples qui disent ça nous a renforcés. C'était des couples solides. Il y a eu des conflits, il y a eu des tensions. Ils ont progressé. Et au final, moi je trouve que dans la rue, ça se voit un couple expat. Ils ont, comme le dit, ça m'amuse beaucoup ce que dit Lorraine, ils marchent l'un à côté de l'autre en étant complices. Et c'est hyper beau. Il y en a un gros tiers qui disent, bon, finalement, c'est un peu pareil. Voilà, bon, tant mieux, tant pis. Mais c'était peut-être formidable avant. Tous les tempéraments ne sont pas explosifs. Voilà, donc très bien. Il y a 11% des couples qui nous disent que ça les a éloignés. Et c'est peut-être aussi à cela qu'il faut penser, parce que la happy story, c'est super, ça nous a renforcés, génial. Et là-dessus, il y a plusieurs messages très importants. Il y a, si votre couple est fragile, il ne faut pas partir. C'est comme exactement comme on ne fait pas un bébé parce que le couple va mal, en pensant que ça va nous recoller. Et ben l'expatriation, c'est pareil. Si ça va mal avant de partir, bon, il y a certainement des exemples, hein, toujours des contre-exemples, mais c'est vraiment une prise de risque trop forte. Parce que quand ça va mal en expat, donc on voit que les couples qui allaient bien, ça va tirailler et ils vont passer par des affres épouvantables, se dire que tout va exploser, et puis bon, finalement ça les renforce, mais ils ont quand même passé un sale quart d'heure. Si au départ ça allait mal, imaginez jusqu'où ça peut aller. Et ça, on en voit, hein. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui nous disent « Ah là là, il y a beaucoup plus de divorces en expat ». Non, je vous épargne les détails, mais j'ai passé des heures carrées sur le sujet, c'est faux.
En revanche, ce qui est certain, c'est que quand il y a des séparations en expat, c'est beaucoup plus grave qu'ailleurs. Pour 2 raisons, on n'a pas notre soutien. Je disais tout à l'heure, c'est cool, le mari va apprendre à devenir la meilleure copine mais si jamais le mari n'est pas, le conjoint n'est pas et ne veut pas être et ne sera pas la meilleure copine, alors c'est qui la meilleure copine? Là, il y a un sentiment d'isolement qui peut être dramatique. Donc c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est que souvent on se retrouve dans des instances internationales avec des divorces, par exemple, mettons le cas assez courant d'une infidélité avec quelqu'un de local. Il y en a un des deux qui refait sa vie avec un ou une locale et l'autre qui veut rentrer. Il y a des enfants dans le truc. Il y a des partages d'argent, des partages de revenus à faire de façon internationale. C'est extrêmement compliqué. Et donc déjà, il y a ces enjeux émotionnels terribles, mais en plus, la situation administrative, même si on était de bonne volonté, elle est inextricable ou très compliquée. Donc oui, c'est génial, ça renforce les couples. Mais si jamais ça va pas bien, ne restez pas seul. Parlez-en. Sinon, vous êtes d'autant plus en risque. On parlait de violence conjugale tout à l'heure, on peut parler de harcèlement, on peut parler de beaucoup de choses. Vous êtes à risque si vous restez seul parce que ce que vous vivez est hyper dur. Et il y a des spécialistes qui peuvent vous aider. Et là, sur le site Femmes Expat, on a pas mal de noms d'experts. Et consultez-les et vite. Parce que si vous prenez pas les bonnes décisions, si ça se passe très mal, est-ce qu'il faut quitter par exemple, il ne faut pas quitter le pays avec les enfants. Sinon, vous risquez des problèmes juridiques très graves. Bon, ça, c'est des choses à savoir avant et il faut se renseigner. Donc du coup, dans ces cas-là, je comprends aussi que c'est hyper important de savoir s'entourer. D'ailleurs, c'est un prochain épisode de notre podcast, les relations, et je pense que c'est une bonne transition. Et voilà, pour pas s'arrêter sur cette note un peu triste, je pense qu'il n'y a pas de drame que la rencontre et l'amitié ne puissent pas transcender. Et au moins, on espère que le couple sort renforcé et qu'au moins la personne sort toujours grandie de l'expatriation, ne serait-ce que par les amitiés qu'on aura pu développer dans des moments difficiles et qui sont tellement belles. Merci beaucoup, Alix. Vraiment, moi j'étais ravie de partager ce podcast avec toi et j'espère qu'on t'écoutera dans un prochain épisode. Avec grand plaisir. Merci Amélie. À bientôt à toutes. Le podcast n'est pas fini. Nous accueillons Karine Larvor, responsable communication au sein de la CFE, avec qui nous allons parler couple en expatriation. Bonjour Karine. Bonjour. On a décidé de le faire un peu autrement, dans le sens où c'est toi qui vas me poser des questions. Un petit changement. Oui, en effet, on a pensé que c'était bien de changer un petit peu la dynamique. Et du coup, Amélie, depuis combien d'années es-tu en expatriation? Alors moi, ça fait 22 ans. À chaque fois, quels ont été les atouts, mais aussi et surtout les freins à ta décision de partir en expatriation? Alors j'ai envie de dire, au départ, quand on était que tous les deux, on se posait moins de questions, on regardait vraiment si la destination nous plaisait et si en termes de travail, les opportunités de travail, si c'était intéressant, et cetera. Quand les enfants sont arrivés dans la famille, là, j'avoue que les questions sont complètement différentes et là, tu réfléchis plus aussi sécurité, comment l'enfant va s'adapter, la langue, et un sujet qui pour moi était crucial, c'était la prise en charge au niveau de la santé. Parce qu'on sait très bien qu'à l'étranger, la santé, ça représente des coûts énormes. Et ça a été un des sujets pour moi qui était un peu un point non négociable, de me dire, je veux ne pas me soucier. Voilà, je veux pouvoir aller chez le médecin normalement, aux urgences normalement. Là, par exemple, tu vois, là, j'ai mes ados qui clairement vont passer l'orthodontie. Donc, ça peut représenter aussi un budget énorme. Et donc, on s'est vraiment renseigné et c'est là où on a décidé de passer par la CFE avec une mutuelle complémentaire pour être vraiment couvert à 100% parce que c'était très important pour moi. Oui, en effet, sur la partie santé, avec justement un contrat famille, ça te permet de protéger toute ta famille et de bénéficier au moins d'un remboursement de base. Et par contre, c'est bien d'être accompagné d'une mutuelle complémentaire puisque comme ça, au moins, tu es prise en charge à 100%. Et tes enfants aussi, ce qui est vraiment un point important. Puisqu'en France, on ne se rend pas souvent compte de la chance qu'on a d'être pris en charge à ce point-là. Et par contre, du coup, dans ta vie en expatriation, comment tu as pu vivre la dépendance par rapport à ton conjoint? Quel a été ce changement?
Alors effectivement, ça a été un gros changement parce que là, c'est la première expatriation où je ne suis plus salariée. Pour tout te dire, j'ai même dû démissionner après 20 ans de boîte. Donc ça a été un petit choc pour moi. Ce qui a été assez dur, c'était perdre mon autonomie financière. J'étais habituée depuis 20 ans à travailler, donc je recevais un salaire tous les mois. Donc oui, ça a été un peu difficile. Par contre, à l'inverse, c'était un super moment pour la vie de famille. Comme je te disais, j'ai des ados, qui apprécient énormément, le fait que maman soit dispo, les après-midi, je peux passer du temps avec elle et au début, ça a été un peu j'étais très stressée en arrivant, au début et finalement, je me rends compte que ça se passe très, très bien et ça me permet de ouais, de prendre du recul et c'est un moment de ma vie où je sais que voilà, je me pose et pour la famille, c'est bénéfique. Oui, en effet, je comprends bien, souvent, c'est bien de prendre ce recul aussi, de pouvoir se poser avec ses enfants et d'en profiter parce que, bah, tôt ou tard, ils partent et surtout si tu as des ados, à un moment donné, ils partiront vite. Donc c'est bien cette pause et puis, par contre, en effet, le point négatif de cette dépendance, c'est, bah, par exemple, pour ta retraite. En France, on cotise pour sa retraite dès qu'on est salarié, on est souvent très protégé. Donc, est-ce que, tu as pensé également à ce volet-là? Ce fut un grand sujet de discussion avec mon mari parce que, pour moi, c'était aussi une évidence que je voulais continuer à cotiser. Je ne voulais pas avoir de trou et mon mari, me disait: «Mais non, mais de toute façon, on n'aura pas de retraite, te prends pas la tête, non, 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 tu as pas besoin de continuer à cotiser». Et là, j'étais pas d'accord, donc je me suis renseignée. Je me souviens encore, j'ai appelé la CFE, et je leur ai posé la question, voilà: «Je vais partir, je ne serai plus, salariée. Est-ce qu'il y a une possibilité de continuer à cotiser?» Et là, quel soulagement quand le jeune homme, je me souviens, m'a dit: «Oui, oui, oui, c'est possible». Toutes les conditions étaient réunies. Je crois que il fallait que j'ai au moins, vécu 5 ans en France, donc j'ai pu lui Oui. envoyer mes petits bulletins de primaire et cetera. J'avais bien des enfants en À dessous charge? à charge, voilà, Mmh. et j'étais française. Je crois que c'était les 3 conditions, à réunir. Finalement, j'ai dit à mon mari: «Bah, c'est pas grave, je prends sur mes économies, c'est moi qui vais, cotiser». Alors c'est quand même un budget assez conséquent, mais dans la famille, nous, on vit les femmes vivent très, 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 très vieilles et donc il faut se dire que oui, peut-être que notre retraite sera pas très importante, mais jusqu'à nos, 95, 100 ans, ben, on touchera quelque chose et en fait, c'est un peu ça qui m'a décidée de me dire, voilà, il faut se dire que tous les mois où on vivra, on touchera quelque chose. Alors oui, on peut à côté aussi cotiser, d'une manière, heu, personnelle, se mettre aussi un peu d'argent sur son compte. Mais ce côté de me dire, c'est jusqu'à ma mort, tous les mois, je recevrai quelque chose, ça m'a quand même, décidée. Oui, en effet, le contrat chargé de famille, qui est, proposé par la CFE, c'est une vraie sécurité, hein, pour les femmes, qui se retrouvent enfin, femmes ou hommes, après ça peut être aussi un homme, qui se retrouvent sans activité professionnelle parce que, faut pas oublier que, même une petite pension, ça reste une petite pension et ça permet d'avoir la pension de base. C'est un coût, en effet, mais c'est un coût en fait, en France, on a, mais qu'on ne voit pas parce qu'en fait, c'est l'employeur qui, cotise pour nous. Mais c'est un investissement, je pense qu'il faut en effet bien réfléchir et tu as bien raison parce que, quand on arrive à, bah, 64 ans, hein, à l'âge légal aujourd'hui, se dire qu'on a cette petite sécurité et bah, ça reste quand même, très important. Bah, en écoutant, Lorraine, je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir des problèmes, au sein du couple en expatriation et toi, bah, comment tu l'as vécu au sein de ton couple? Est-ce que ça a posé des soucis, pas des soucis? Est-ce que ça vous a, soudés? Quelle a été ton expérience? C'est un petit peu similaire à ce qu'a vécu Lorraine parce que, c'est très difficile au début de se retrouver en phase et on vit pas du tout la même chose avec ton mari, ton conjoint. Surtout, comme je t'expliquais, moi, j'ai arrêté de travailler, donc je me suis retrouvée du jour au lendemain à la maison, mère au foyer, ce qui n'était pas du tout, mais du tout ma zone de confort. Donc c'était quelque chose de très difficile pour moi à gérer, même si j'étais très contente d'être avec mes enfants, mais le fait de plus voir de collègues, c'était un gros changement
Et à l'inverse, mon mari, il commençait un nouveau travail, il fallait qu'il fasse ses preuves, il y passait des heures, il pensait qu'à ça. Donc quand il rentrait le soir à la maison, effectivement, quand moi je lui parlais de ma super journée à faire mes lessives, mon ménage et m'occuper des filles, et j'avais l'impression, oui, de ne pas être intéressante, comme disait Lorraine. Alors du coup, moi j'ai une question. Imagine, il y a séparation dans le couple à l'étranger. Comment ça se passe au niveau de la CFE? Alors au niveau de la CFE, il faut très vite, prendre contact avec un conseiller parce que, si le couple est en contrat, ce qu'on appelle nous en contrat famille, donc un adhérent principal avec, son conjoint et ses enfants, automatiquement ce contrat sera changé. L'adhérent devra passer en contrat, ce qu'on appelle solo et la personne, si elle a des enfants ou pas, deviendra détenteur du contrat et passera également en famille, s'il y a des enfants ou pas. En fait, voilà, la problématique, c'est plus, s'il y a des enfants, qui garde les enfants et du coup, qui devient détenteur du contrat famille. Mais en tout cas, appelez rapidement la CFE, pour qu'on soit accompagné et la procédure est plutôt simple en règle générale. Les personnes, à la gestion des contrats vous envoient un bulletin d'adhésion pour réactualiser votre situation et ça peut être fait, rapidement. Mais bien prendre en compte, cette problématique pour qu'il n'y ait pas de trou au cas où, un problème de santé surgisse. Enfin voilà, on n'est jamais à l'abri. Et puis, bien penser après, sa retraite toujours et puis bien penser à tout le reste. Merci beaucoup Karine, c'était très intéressant de parler avec toi et merci à la CFE de nous proposer tous ces produits qui vraiment nous permettent voilà, de partir l'esprit reposé. Merci à toi. Je rappelle à nos auditrices qu'elles peuvent télécharger le guide de l'expatriation au féminin sur le site de femmexpat.com. Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'expatriation en solo. Alors je vous dis à bientôt. Ce podcast est produit par Expat Communication, l'éditeur de femmexpat.com, avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger.